Elle veut un test de confiance avant notre mariage, mais il s'avère qu'elle testait surtout ma stupidité. Ensuite, elle est revenue enceinte, exigeant que je prenne mes responsabilités. La décision du tribunal l'a fait s'effondrer. D'accord, Reddit. Voici quelque chose que j'ai besoin d'évacuer. Le jour où votre partenaire vous fait asseoir, avec un visage sérieux, et vous dit qu'il veut proposer un test de confiance, ne réfléchissez pas à deux fois. N'analysez pas la situation. Levez-vous, et passez la porte. Parce que ce qui suit n'est jamais bon. Je vous dis cela par expérience, car c'est exactement comme ça que j'ai découvert qui était vraiment mon ex-fiancé. Moi, homme, 28 ans, je travaille dans la logistique pour une entreprise de distribution, ici dans l'Illinois. Ça fait 6 ans que j'y suis, j'ai mon propre chez moi, je conduis un Ford F-150 correct qui est entièrement payé, et j'avais ma vie plutôt bien en main. Rien d'extravagant, mais stable et confortable. Le camion était mon premier gros achat après l'université. Je l'ai acheté d'occasion à un type qui le conduisait à peine, l'engin avait 35,000 miles et un carnet d'entretien plus propre que mon dossier de crédit. J'ai passé mon premier week-end à installer une protection de benne, et à améliorer les haut-parleurs, parce que ceux d'origine sonnaient comme s'ils étaient en train de mourir. J'ai ajouté un couvre-benne un mois plus tard, car je ne suis pas du genre à laisser des outils visibles à l'arrière pour que n'importe qui puisse les prendre. Le travail était solide, aussi. J'ai commencé comme coordinateur d'entrepôt juste après la fac, et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir responsable logistique. Je passais mes journées à coordonner les expéditions à travers 3 États, et à gérer les stocks. Ce n'était pas le travail le plus passionnant, mais ça payait bien et offrait des avantages corrects. J'avais mon propre bureau avec des fenêtres, au lieu d'être coincé dans un box. Nathalie et moi étions ensemble depuis près de 4 ans. Nous vivions ensemble depuis 2 ans, dans un appartement correct de 2 chambres près du centre-ville. On s'était fiancés environ 6 mois avant que tout ne parte en vrille, et nos 2 familles en étaient sincèrement heureuses. Mes parents l'adoraient. Ses parents me traitaient comme un membre de la famille. Nous avions tracé tout notre avenir. Nous n'avions pas encore fixé de date de mariage, car nous voulions économiser correctement et faire les choses bien, sans nous noyer sous les dettes. On avait un compte d'épargne commun spécifiquement pour les dépenses du mariage. Chacun de nous y versait $500 par mois, réglé comme une horloge. On avait environ $12,000 de côté à ce moment-là. On s'était dit qu'on atteindrait les $25,000 avant de se lancer dans la réservation des lieux et tout le reste. Notre appartement faisait partie de ces nouveaux projets immobiliers, avec des comptoirs en granit et de l'électroménager en inox. On avait un balcon qui donnait sur un parc. Elle travaillait dans le traitement des réclamations pour une compagnie d'assurance au centre-ville, s'occupant des accidents de voiture et des dégâts matériels. Tout semblait solide. Je ne suis pas du genre jaloux. Je ne l'ai jamais été. J'ai toujours cru que si quelqu'un veut vous tromper, il le fera que vous lui en donniez la permission ou non. Je préférerais qu'il soit simplement honnête à ce sujet, au lieu de me mentir en face. Mais voici la partie amusante, le mensonge a fini par arriver, déguisé en une sorte de test profond sur la confiance et la maturité. Un mardi soir quelconque, Nathalie est rentrée du travail avec un air plus sérieux que d'habitude. Elle faisait des horaires de bureau standard, de 9h à 17h, donc elle rentrait généralement vers 18h, selon la circulation. Ce jour-là, elle est arrivée vers 18h15, et ne m'a même pas donné le baiser habituel sur la joue. Elle a juste posé son sac, et a demandé si nous pouvions parler. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, j'avais du poulet qui marinait pour des fajitas, et je me suis dit qu'elle voulait peut-être discuter des plans de mariage ou qu'elle avait un problème familial. Elle m'a dit que nous devions parler de quelque chose d'important. Elle m'a fait éteindre la cuisinière et m'asseoir sur notre canapé. Elle s'est installée en face de moi dans le fauteuil, assise penchée en avant avec les mains jointes, comme si elle était sur le point de faire une sorte de présentation d'entreprise. Puis elle m'a demandé directement, « Est-ce que tu me fais confiance ?» Je n'ai même pas hésité. Je lui ai dit oui. Je veux dire, on était fiancés, sur le point de se marier. La confiance était fondamentalement la base de tout ce que nous avions. J'ai même fait un petit discours sur le fait que la confiance était la chose la plus importante dans une relation. Que sans confiance, on n'a rien. Grosse erreur de ma part. Dès que ces mots ont quitté ma bouche, elle a souri comme si elle venait de gagner un argument, comme si j'étais tombé droit dans un piège qu'elle avait tendu. Je suis contente de t'entendre dire ça,
a-t-elle répondu avec ce ton qui aurait dû immédiatement déclencher toutes les alarmes dans ma tête. Parce que je pense que nous sommes à un stade où nous devrions nous prouver l'un à l'autre que nous nous faisons confiance, et j'aimerais proposer un test de confiance. À ce moment-là, j'ai senti ce picotement bizarre dans ma nuque. Cet instinct qu'on a quand quelque chose est sur le point de déraper. Quand quelqu'un vous dit que vous devez prouver votre confiance, ce qu'il dit vraiment, c'est « Je suis sur le point de faire quelque chose que tu ne vas pas aimer, mais je veux que tu l'acceptes avec le sourire. » Pourtant, je l'ai laissé continuer à parler. Je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive, même si mes tripes me hurlaient déjà que ça n'allait nulle part de bon. Elle m'a regardé droit dans les yeux, avec cette voix que les gens utilisent quand ils essaient de vous manipuler pour vous faire obéir, et a dit « Je dois partir en voyage avec un ami. » Juste ça. Rien d'autre. Pas d'explication, pas de contexte. Ma réponse a été immédiate, non. Elle a semblé sincèrement surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je refuse aussi vite, comme si elle avait répété toute cette conversation dans sa tête et que mon script était censé être différent. Mais au lieu de s'expliquer correctement, elle m'a juste demandé d'écouter son raisonnement. Elle a dit que je tirais des conclusions hâtives sans l'écouter jusqu'au bout. Je savais déjà exactement où cela allait. Mais je suis resté assis quand même. Je me suis dit que j'allais au moins écouter tout son argumentaire avant de partir. « Tu as dit que tu me faisais confiance ?» a-t-elle lâché, presque accusatrice, se mettant déjà sur la défensive. Eh bien, c'est ça le test. Je vais être tout à fait honnête avec toi. Ce n'est pas n'importe quel ami. C'est Kyle. Kyle. Son ex-petit ami de la fac. Le même Kyle qui, d'après ses propres histoires, l'avait trompé plusieurs fois. Le même Kyle qu'elle décrivait comme émotionnellement immature et égoïste quand on a commencé à sortir ensemble. Et maintenant, soudainement, c'était quelqu'un digne de plans de vacances ensemble. Je suis resté assis là à assimiler cette information pendant qu'elle continuait son discours préparé. « Je veux que tu comprennes », a-t-elle dit, sa voix prenant cette qualité répétée comme si elle s'était exercée devant le miroir, que quand on promet quelque chose à quelqu'un, on doit le tenir. Il y a longtemps, quand j'étais encore avec lui, j'avais promis qu'on ferait un voyage ensemble dans ce chalet que sa famille possède dans le Wisconsin. On n'a jamais pu le faire parce que les choses se sont mal terminées entre nous. Mais maintenant, l'occasion s'est présentée, et je pense qu'il est important de tenir ma parole. C'est une question d'intégrité. Intégrité. Elle a vraiment utilisé ce mot avec un visage sérieux tout en demandant la permission de partir en vacances avec son ex-copain. Je l'ai juste fixé pendant 10 bonnes secondes. Je ne sais pas si elle s'attendait à ce que je me lève et applaudisse sa maturité, ou que je lui donne une sorte de prix pour son honnêteté, mais ce que j'ai fait était tout l'opposé. Eh bien, alors c'est fini entre nous. Son visage est passé par environ 5 émotions différentes en 2 secondes, le choc, la confusion, la colère, et puis cette expression de dignité blessée qu'ils sortent quand ce sont eux qui font quelque chose de mal, mais qu'ils veulent vous faire sentir comme le méchant. « Tu ne me fais pas confiance ?» a-t-elle répété, comme si c'était une sorte d'atout maître qui me ferait automatiquement plier. « Je te faisais confiance », lui ai-je dit calmement. « Là, tout de suite, avec tout ce que tu dis, tu me prouves que je ne devrais pas. » Elle a froncé les sourcils et m'a sorti la défense classique, cela n'a rien à voir avec le passé. C'est un test de maturité. Les vrais adultes peuvent entretenir des amitiés avec leurs ex sans que ce soit bizarre ou menaçant. Ouais, ai-je répondu. La maturité de comprendre qu'on ne part pas en voyage romantique dans un chalet avec son ex quand on est fiancé à quelqu'un d'autre. Du moins, pas si on respecte sa relation ou son partenaire. C'est laquelle a complètement perdu sa façade composée. Elle a commencé à dire que j'étais déraisonnable, que j'agissais comme un adolescent peu sûr de lui, qu'elle pensait que j'étais plus évolué que ça. Elle a dit qu'on en reparlerait quand elle reviendrait de voyage et que j'aurais eu le temps de penser clairement. Il n'y aura pas de « quand tu reviendras », lui ai-je dit. C'est fini, tout de suite. Cette conversation est terminée. Elle a insisté sur le fait qu'on n'allait pas mettre fin à une relation de 4 ans, jeter tout notre avenir par la fenêtre, juste pour un petit week-end avec un vieil ami. J'ai répété la même chose, c'est fini. Elle s'est levée du fauteuil, clairement agacée, et a dit qu'elle n'allait pas continuer à tourner en rond, qu'on en discuterait plus calmement après son retour et quand j'aurais arrêté d'être émotif à ce sujet. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à discuter. Tout était déjà parfaitement clair, mais elle continuait de refuser de l'accepter. Elle a dit qu'elle n'avait pas rompu avec moi, que nous parlerions davantage après le voyage,
quand j'aurais eu le temps de me calmer et de penser rationnellement à la façon dont je surréagissais. Le voyage était prévu pour 2 jours plus tard. Un truc de long week-end. Comme nous vivions ensemble, je suppose qu'elle ne voulait pas m'affronter à nouveau avant de partir. Alors, elle a fait un sac et est allée dormir chez son amie Jessica. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace loin de ma négativité. Quant à moi, je ne vais pas mentir, ça a fait mal. 4 ans ensemble, une bague de fiançailles, des projets de mariage, un compte d'épargne commun, des familles qui s'aimaient tous à partie parce qu'elle voulait jouer à la dinette avec son ex-copain trompeur et s'attendait à ce que je souris. Mais cela a aussi rendu parfaitement clair qu'il n'y avait plus rien à sauver. Elle avait déjà fait son choix. J'ai utilisé ces 2 jours de manière productive. J'ai pris congé au travail, et j'ai emballé tout ce qui m'appartenait. J'ai mis mes vêtements dans des cartons, j'ai pris mes outils dans le placard de rangement, j'ai rassemblé mes livres, mes papiers et les ustensiles de cuisine que j'avais apportés de mon ancien logement. J'ai rassemblé les meubles que j'avais apportés, mon fauteuil inclinable, la table basse que j'avais construite moi-même, la télé que j'avais achetée avant qu'on emménage ensemble. J'ai appelé mon pote du boulot qui avait un camion, et il m'a aidé à tout charger. Mes parents vivaient à environ 40 minutes de là, mais ils avaient de la place dans leur garage pour mes affaires temporairement. J'ai passé ces 2 jours à déménager complètement. J'ai laissé ses meubles, sa vaisselle, ses décorations. Je n'ai pris que ce qui était à moi. Je n'allais pas attendre qu'elle revienne de son escapade romantique pour me trouver à la maison comme une sorte de paillasson prêt à négocier. Avant de partir, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit que les fiançailles étaient annulées. Ils étaient choqués, évidemment. Ma mère a demandé si j'étais sûr, si je devrais attendre et y réfléchir plus attentivement avant de prendre une si grande décision. Mais une fois que j'ai expliqué toute l'histoire du test de confiance avec son ex-copain, ils ont tout à fait compris. Mon père a même dit qu'il était fier que je ne me sois pas laissé marcher dessus. Il a dit que trop de gars se seraient couchés et l'auraient accepté par peur d'être seul. J'ai trouvé un appartement d'une chambre correcte à l'autre bout de la ville en 2 jours. Rien d'extravagant, mais il avait une place de garage pour mon camion et ne partageait aucun mur avec le côté de la ville où vivait Nathalie. J'ai signé un bail de 6 mois. Je me suis dit que je réévaluerais après ça. Maintenant, voici la partie vraiment intéressante qui a tout confirmé. Quand je rassemblais mes affaires de toilette, j'ai ouvert le tiroir où elle gardait tout son maquillage et ses produits de soins pour attraper la trousse de premier secours que j'y avais rangée il y a des mois. Et parmi toutes ces lotions et sérums coûteux qu'elle achetait tout le temps, devinez quoi? J'ai trouvé sa bague de fiançailles. Celle que je lui avais donnée il y a 7 mois, celle qui m'avait coûté 3 mois d'économie. Elle l'avait rangée dans ce tiroir comme si c'était n'importe quel autre bijou banal. Pas dans un écrin. Pas dans un endroit sûr ou significatif. Juste jetée là avec du baume à lèvres et des épingles à cheveux. Elle ne l'avait même pas prise avec elle quand elle est partie chez Jessica. Je ne sais pas depuis combien de temps elle ne l'avait pas portée. Mais ce détail a confirmé ce que je savais déjà au fond de moi, elle avait déjà pris sa décision bien avant de me parler du voyage. Ce qu'elle m'avait dit n'était pas une discussion, ni une demande, ni même vraiment une demande de permission. C'était une formalité, une annonce. Elle avait déjà décidé qu'elle partait. Elle voulait juste que je l'accepte sans protester pour qu'elle puisse se sentir mieux dans sa peau. Évidemment, j'ai gardé la bague. Je me suis dit que je pourrais la mettre au mont-de-piété plus tard et récupérer au moins une partie de mon argent. Quand Nathalie est partie en voyage ce vendredi-là, je pensais que j'aurais enfin quelques jours de paix pour assimiler tout ça et m'installer dans mon nouvel endroit. J'avais seulement bloqué son numéro sur mon téléphone, ce qui s'est avéré être une erreur car quelques heures après le début de son voyage, elle a commencé à m'envoyer des messages sur Instagram. Le premier message est arrivé vers 20h. Alors, tu as bloqué mon numéro? Comportement très mature de la part de quelqu'un qui prétend vouloir arranger les choses. Puis, quelques minutes plus tard, eh bien, je te fais savoir que nous sommes bien arrivés. Nous sommes dans des chambres séparées dans le chalet. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Elle a inclus une photo de ce qui ressemblait à l'intérieur d'un chalet rustique, une photo générique d'une cheminée et de quelques meubles en pin. Une de ces photos qu'ils envoient pour que tout paraisse innocent et normal. Elle pensait probablement que ça me rassurerait ou quelque chose comme ça. Dès que je l'ai vue, j'ai juste secoué la tête. Je n'ai pas répondu. Je suis juste allé sur son profil Instagram et je l'ai bloqué là aussi. Je n'allais pas gaspiller de l'énergie pour quelqu'un qui essayait activement de me dépeindre comme le gars jaloux et contrôlant dans sa petite histoire,
alors qu'elle était littéralement en escapade romantique avec son ex. À ce stade, elle ne savait toujours pas que j'avais complètement déménagé de notre appartement. Mais elle allait bientôt le découvrir. 2 jours après son retour de voyage, elle s'est présentée à mon nouvel immeuble. Je ne sais toujours pas lequel de nos amis communs lui a donné mon adresse, mais quelqu'un n'a clairement pas su tenir sa langue. Elle a frappé à ma porte à plusieurs reprises, vers 19 h, un mardi. Je venais de rentrer du travail, je préparais le dîner, et j'ai finalement répondu après la 5e série de coups. Elle m'a dit qu'elle était allée à notre ancien appartement en rentrant, qu'elle l'avait trouvé complètement vide à l'exception de ses affaires, et qu'elle avait eu peur en pensant qu'il m'était arrivé quelque chose de terrible, que j'avais peut-être eu un accident ou autre. Une performance très convaincante. Puis son ton a complètement changé. Elle est devenue condescendante et paternaliste. Elle a dit que ce que je faisais était puéril et extrême, que je devais me calmer et arrêter d'agir comme un enfant gâté qui fait une crise parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. J'ai répété exactement ce que je lui avais dit avant qu'elle parte en voyage, c'était fini entre nous. Il n'y avait rien à discuter et elle devait partir. Mais elle a continué à insister. Elle a carrément mis son pied dans la porte quand j'ai essayé de la fermer. Comme si elle n'allait physiquement pas me laisser terminer la conversation à mes conditions. Je lui ai dit d'enlever son pied et de quitter ma propriété. Elle a juste ri comme si je faisais du théâtre. Elle a dit que j'allais regretter ça quand je me calmerais et que je réaliserais ce que je gâchais. Quelques minutes plus tard, alors que je ne la laissais toujours pas entrer pour parler, elle a commencé à hausser le ton depuis l'extérieur de ma porte. Elle ne criait pas tout à fait, mais c'était assez fort pour que les voisins puissent certainement entendre. Elle continuait à dire que rien ne s'était passé pendant le voyage, et on est resté dans des chambres séparées tout le temps, et Kyle est vraiment un gars mature maintenant qui respecte notre relation. Cette dernière partie m'a fait rire aux éclats à travers la porte fermée. L'ex qui l'avait trompé à plusieurs reprises était maintenant un gars mature et respectueux. L'ironie était incroyable. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble pour la faire expulser. Plusieurs voisins avaient déjà passé la tête dans le couloir pour voir ce qu'était tout ce raffut, et je ne voulais pas finir en vidéo virale sur les ex-fous qui débarquent dans les appartements. La sécurité est arrivée en 5 minutes et lui a demandé de quitter les lieux. Elle a continué à parler pendant qu'il l'escortait vers l'ascenseur, disant qu'elle n'abandonnait pas notre couple, que tout cela n'était qu'un gros malentendu, que je retrouverais la raison quand ma fierté arrêterait d'obscurcir mon jugement. Au cours des semaines suivantes, elle s'est présentée plusieurs autres fois. Elle restait plantée devant mon immeuble vers l'heure où je rentrais habituellement du travail. Elle attendait près de mon camion sur le parking. Une fois, la sécurité de l'immeuble m'a appelé pour me dire qu'elle était assise dans le hall depuis 2 heures. Elle a commencé à envoyer des messages par le biais d'amis communs, aussi. Jessica m'a envoyé un long texto disant que Nathalie souffrait vraiment et voulait juste une chance de s'expliquer, que je devrais au moins l'écouter, que les relations exigent du pardon et de la communication. Une fois, elle a même laissé une note manuscrite à l'accueil de mon immeuble. Le gardien me l'a remise en ayant l'air mal à l'aise. La note disait quelque chose sur le fait de ne pas détruire ce que nous avions construit ensemble pour un simple voyage et, s'il te plaît, parle-moi juste comme un adulte. Je l'ai jetée sans la lire en entier. Ensuite, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Évidemment elle, utilisant une application ou le téléphone d'un ami. Elle disait que si je continuais à l'ignorer, elle allait aller parler à ma mère. Essayer d'impliquer ma famille pour me mettre la pression et me forcer à me réconcilier. Ça ne m'a pas surpris du tout. Je sais exactement comment elle fonctionne. Elle s'est probablement dit que si ma mère s'en mêlait et commençait à me pousser à arranger les choses, je céderais sous la pression familiale. J'ai répondu au numéro inconnu par seulement 4 mots, vas-y, parle-lui. Et elle l'a vraiment fait. Ce à quoi Nathalie ne s'attendait pas, c'est que ma mère connaissait déjà toute l'histoire. Dès que j'ai raconté à ma mère toute l'histoire du test de confiance et du voyage avec l'ex-copain, elle a immédiatement compris exactement quel genre de personne était Nathalie. Ma mère est mariée à mon père depuis 32 ans. Elle sait à quoi ressemble un véritable engagement. Alors quand Nathalie s'est présentée chez mes parents ce samedi après-midi, elle n'a pas été accueillie avec de la sympathie, du soutien ou des services de médiation. Ma mère n'est pas du genre à crier ou à faire des scènes, mais elle a cette sorte de présence calme et autoritaire où l'on sait juste qu'il ne faut pas tester ses limites. Elle a enseigné à l'école primaire pendant 20 ans avant de prendre sa retraite. Elle peut mettre fin aux bêtises d'un simple regard. Nathalie est arrivée avec tout son discours préparé. Mon père a ouvert la porte, et ma mère est venue voir ce qui se passait.
Nathalie a commencé immédiatement à dire que tout n'était qu'un malentendu. Que rien de physique ne s'était passé pendant le voyage. Que je surréagissais et que j'étais immature. Que c'était juste un week-end inoffensif pour rattraper le temps perdu avec un vieil ami. Qu'elle avait besoin de quelqu'un pour me faire entendre raison. Ma mère l'a laissé finir tout son discours sans l'interrompre. Elle est restée là à écouter, les bras croisés. Puis elle a calmement dit à Nathalie qu'elle savait déjà tout, que j'avais expliqué la situation, et qu'il n'y avait rien à justifier. Nathalie a essayé de changer de tactique pour jouer la victime, disant que j'étais impulsif, que je ne voulais pas écouter sa version des faits, que j'agissais par orgueil blessé au lieu d'agir par amour et compréhension, qu'elle pensait que ma famille serait plus favorable à notre relation. Mais ma mère n'a pas beaucoup de patience pour les tactiques de manipulation, elle a vu trop de parents essayer d'excuser le mauvais comportement de leurs enfants au fil des ans. Elle a dit à Nathalie, tout de go, que si elle voulait du respect dans une relation, elle aurait dû le montrer avant de partir en vacances avec un ex-copain tout en portant la bague de fiançailles d'un autre homme. Nathalie est restée sans voix pendant un moment. On pouvait la voir essayer de comprendre que ça ne se passait pas comme prévu, que ma mère n'allait pas être l'allié qu'elle espérait. Elle a essayé de rediriger la conversation, disant qu'elle ne voulait pas causer de drame familial et qu'elle voulait juste une chance de me parler face à face, pour expliquer les choses correctement. Ma mère l'a coupé et lui a demandé de quitter la propriété, mais Nathalie a continué d'insister. Elle a dit que c'était injuste que tout le monde soit contre elle, qu'elle avait seulement voulu tenir une vieille promesse faite il y a des années, que ça ne signifiait rien de romantique, qu'elle avait besoin d'aide pour me faire comprendre ça. C'est alors que la patience de ma mère s'est officiellement épuisée. Elle ne lui a pas crié dessus ni insulté, mais elle a fait comprendre très clairement que Nathalie n'était pas la bienvenue, et qu'elle devait partir immédiatement avant que mon père ne la fasse sortir physiquement. Quand Nathalie est restée là à essayer d'argumenter, ma mère est carrément rentrée, a attrapé un balai dans la cuisine, est ressortie, et a commencé à balayer vers elle comme si elle chassait un chat errant. Mon père a dit que c'était le balayage le plus agressif dont il ait jamais été témoin. Nathalie a reculé dans l'allée pendant que ma mère continuait d'avancer avec le balai, sans dire un mot. Malheureusement, je n'étais pas là pour le voir moi-même, mais mon père m'a appelé environ 20 minutes plus tard et m'a fait tout le commentaire en direct. Il a dit qu'il n'avait pas vu ma mère aussi remonter depuis que quelqu'un avait essayé de retourner un article clairement usagé lors de son vide-grenier et était devenu agressif à ce sujet. C'était la dernière fois que Nathalie a essayé de me contacter directement. Après que ma mère l'ait littéralement balayée hors de la propriété, elle a arrêté de se montrer. Plus de messages, plus d'appels, plus de tentatives de contact par des amis. Je me suis dit qu'elle avait enfin compris que son petit jeu de test de confiance était terminé et qu'elle n'avait plus personne à manipuler pour la soutenir. Ma tranquillité n'a pas duré très longtemps, cependant. Près d'un mois après que tout se soit calmé et que je me sois installé dans ma routine dans mon nouveau logement, Nathalie s'est présentée à ma porte à nouveau. C'était un jeudi soir vers 18h30. Je venais de rentrer du travail, je n'avais même pas encore changé mes vêtements de travail. Je ne l'attendais pas, je n'avais aucune raison de la voir, et absolument aucune envie d'entendre ce qu'elle avait à dire. Mais quand quelqu'un comme elle décide qu'il a encore une carte à jouer, il se pointe, que vous le vouliez ou non. Elle a demandé si nous pouvions parler juste un instant. Elle a dit que c'était important. Je lui ai dit à travers la porte que je n'avais rien à discuter avec elle et qu'elle devait partir. Elle a insisté, disant qu'elle n'avait besoin que de quelques minutes et qu'elle ne voulait pas faire de scène devant mon immeuble à nouveau. Elle a dit qu'il vaudrait mieux qu'on parle à l'intérieur en privé. Contre mon meilleur jugement, et probablement parce que j'étais fatigué du travail et que je voulais juste qu'elle parte, je l'ai laissée entrer. Je me suis dit que j'allais écouter n'importe quel discours désespéré qu'elle avait préparé, et puis la mettre dehors. Elle est entrée, s'est assise sur mon canapé sans y être invitée, et s'est tue pendant quelques secondes. Elle avait l'air nerveuse, mais pas le genre de nervosité coupable. Plutôt comme quelqu'un qui se prépare à faire un mouvement calculé, comme si elle rassemblait son courage pour quelque chose. Puis elle a pris une grande inspiration et m'a lâché ça. Je suis enceinte. Elle l'a dit tout à fait directement. Pas de préambule, pas d'émotion, pas d'explication, juste un débit plat comme si elle annonçait la météo. Je suis resté complètement immobile dans mon fauteuil en face d'elle, attendant de voir quel était l'angle d'attaque ici. Ça n'a pas pris longtemps pour le savoir. Et c'est le tien, a-t-elle ajouté avec ce ton presque répété, comme si elle s'était entraînée à le dire devant le miroir. Tu dois penser au bébé maintenant. On ne peut pas continuer à se battre pour quelque chose qui n'a même plus d'importance. C'est plus grand que nous deux. C'est le moment de se rassembler,
pas de rester divisé. Je l'ai regardée sans rien dire. Apparemment, elle a pris mon silence comme une ouverture pour continuer à construire son dossier. Tu devrais réemménager avec moi, a-t-elle continué, sa voix prenant ce ton suppliant. On peut se marier dès que possible pour que le bébé ait un foyer stable avec ses deux parents. Je ne veux pas que notre enfant grandisse au milieu des conflits et du ressentiment. On peut surmonter tout ce qui s'est passé pour le bien de notre bébé. J'ai dû m'empêcher de rire. Le truc entier était complètement absurde. Le calendrier, le timing, la grossesse soudaine et pratique juste quand elle a réalisé que j'étais sérieux quand je disais que c'était fini. Je lui ai rappelé calmement que nous avions rompu avant son voyage dans le Wisconsin. Que tout de suite après avoir passé plusieurs jours dans un chalet avec son ex-copain, elle se trouvait maintenant, comme par hasard, enceinte. Je lui ai dit que c'était bien trop suspect pour simplement ignorer ça et l'accepter pour argent comptant. Ne commence pas avec ta paranoïa et tes accusations, a-t-elle répliqué, se mettant immédiatement sur la défensive. Rien ne s'est passé pendant ce voyage. Toi et moi avons toujours été prudents quand on était ensemble, mais la protection échoue parfois. C'est quelque chose qui arrive. Les méthodes ne sont pas efficaces à 100%. Ouais, ai-je dit calmement. Il arrive aussi que le père puisse être quelqu'un d'autre entièrement. Son expression a changé immédiatement. Cette fausse confiance qu'elle portait s'est juste évaporée. Elle m'a regardé comme si je venais de commettre la pire offense imaginable. Comme si j'avais insulté tout son caractère. Tu es sérieusement en train de dire que je t'ai trompé? A-t-elle demandé, essayant d'avoir l'air outré et blessé. Je ne le dis pas comme une accusation, ai-je répondu. Je l'énonce comme une probabilité statistique. Et pour être absolument certain avant de prendre une quelconque responsabilité, je vais avoir besoin qu'un test de paternité soit fait. Elle a croisé les bras et a laissé échapper ce gros soupir comme si j'étais un enfant qui avait besoin d'être éduqué sur la façon dont le monde réel fonctionne, sur la confiance et les relations et sur le fait de croire les gens sur parole. Sérieusement, a-t-elle dit, la voix dégoulinante de condescendance. Je n'arrive pas à croire que tu te méfies de moi comme ça. Tu étais différent avant tout ça. Tu avais l'habitude de me faire confiance sans poser de questions. Avant, tu ne me demandais pas de te faire confiance tout en planifiant des escapades romantiques secrètes avec ton ex-copain trompeur, lui ai-je rappelé. Si tu veux vraiment que je prenne la responsabilité de cet enfant, je le ferai. Mais seulement après qu'un test prouve que le bébé est réellement biologiquement le mien. Et juste pour qu'on soit tout à fait clair maintenant, je ne me remets pas avec toi et je ne t'épouse pas, quels que soient les résultats. Et si je refuse de faire le test, a-t-elle demandé, devenant provocante maintenant. Testant pour voir si j'allais reculer. Alors il n'y a plus rien à dire, ai-je répondu simplement. Je ne prends pas la responsabilité légale ou financière d'un enfant dont je ne sais pas s'il est le mien. Tu peux partir maintenant. Elle s'est levée brusquement, en claquant sa main sur ma table basse assez fort pour faire sauter ma télécommande. Tu es un lâche. Tu m'abandonnes littéralement au pire moment de ma vie. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, après 4 ans, je te demande juste de me faire confiance une fois, juste une fois. Cette phrase m'a fait sourire malgré la situation. Fais-moi confiance. Exactement la même phrase qu'elle avait utilisée pour justifier son voyage avec Kyle. Même tactique de manipulation, juste emballée dans un drame de grossesse cette fois-ci. Non, lui ai-je dit. Tu dois quitter mon appartement maintenant. Elle a attrapé son sac à main et est partie, furieuse. Elle a dit que j'allais regretter cette décision, que j'avais choisi de faire les choses à la dure alors qu'on aurait pu gérer ça avec maturité, qu'elle s'assurerait que je prenne mes responsabilités, que je le veuille ou non. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'ai juste fermé la porte derrière elle et je suis resté là un moment à essayer d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Son comportement ne me surprenait plus à ce stade, mais il m'épuisait définitivement mentalement. Elle devait toujours tout transformer en manipulation ou en grand drame. Elle ne pouvait jamais être juste directe et honnête. Une semaine s'est écoulée sans nouvelles d'elle. Non pas que le silence me dérangeait, mais connaissant sa personnalité, elle était probablement en train de comploter son prochain coup, planifiant comment faire escalader les choses. Par précaution, j'ai trouvé un avocat en droit de la famille et j'ai programmé une consultation. J'ai expliqué toute la situation, le voyage, la rupture, le timing suspect de la grossesse. Il a écouté, pris des notes, posé des questions sur la chronologie de notre relation. Il a expliqué ce qui pourrait arriver si elle poursuivait cela légalement,
m'a dit de ne pas m'inquiéter à ce stade, a dit de sauvegarder tous les messages entre nous, de garder des traces de quand nous avons rompu, de tout documenter. Il a aussi dit que j'avais bien fait d'exiger un test de paternité. Que trop d'hommes se retrouvent piégés à soutenir des enfants qui ne sont pas les leurs parce qu'ils ont peur de demander des preuves. Alors j'étais là, attendant juste de voir ce qu'elle allait inventer ensuite. Je n'avais pas de nouvelles directes d'elle, mais connaissant ses schémas, j'étais certain qu'elle n'allait pas rester silencieuse longtemps. La seule chose dont j'étais absolument certain, c'était que je n'allais pas me laisser manipuler à nouveau. Pas par elle, pas par personne. J'avais posé mes limites et je m'y tenais. Mise à jour. Merci à tous ceux qui ont commenté mon premier post et envoyé des messages de soutien. J'en ai lu la plupart et honnêtement, ça ne me surprend même plus que tant d'entre vous aient eu affaire à la même connerie de test de confiance de la part de partenaires. On dirait que c'est devenu cette excuse universelle que les gens utilisent pour justifier la trahison tout en vous faisant sentir coupable d'avoir des limites. Mais bref, venons à la mise à jour réelle. Cela fait presque 1 an et demi depuis tout ce que j'ai raconté dans mon post original. Et ouais, il y a eu des développements majeurs qui valent la peine d'être partagés. Il y a quelques mois, j'ai officiellement reçu des papiers juridiques à mon appartement. Nathalie avait déposé une plainte officielle affirmant que je devais assumer la responsabilité financière du bébé. Qui, selon son témoignage sous serment, était définitivement le mien. Je n'ai pas été surpris du tout quand j'ai ouvert cette enveloppe. Je l'ai vue venir depuis le jour où elle a quitté mon appartement en hurlant qu'elle me ferait prendre mes responsabilités à la dure, que ça me plaise ou non. Alors, je me suis présenté au tribunal à la date prévue avec mon avocat, le même gars que j'avais consulté il y a plus d'1 an. Il avait préparé toute notre documentation, avait tout organisé dans des dossiers avec des onglets et des sections surlignées. Quand j'ai vu Nathalie pour la première fois dans la salle d'attente du tribunal, quelque chose m'a tout de suite sauté aux yeux. Elle avait l'air sincèrement nerveuse. Elle n'avait pas cette même confiance et cette supériorité qu'elle portait habituellement quand elle pensait contrôler la situation. Elle tenait le bébé dans ses bras. Le gamin avait l'air d'avoir peut-être 8 ou 9 mois à ce moment-là. Et malgré tout ce qui s'était passé, malgré toute la manipulation et les mensonges, je me suis senti un peu mal pour l'enfant. Pas pour elle, mais pour ce bébé qui n'avait pas demandé à naître dans ce gâchis, quel qu'il soit. Le juge a ouvert l'audience et a commencé les choses directement. Il a demandé à Nathalie si elle maintenait sa réclamation légale selon laquelle j'étais le père biologique de son enfant. Elle a dit oui sans hésitation. Puis elle s'est lancée dans tout ce discours répété sur la façon dont j'étais certainement le père. Comment j'avais refusé de l'aider ou même de lui parler. Comment j'avais complètement disparu de sa vie et l'avais abandonné au moment le plus difficile que quelqu'un puisse traverser. Une performance de victime parfaite. On pouvait voir qu'elle l'avait répété. Le juge m'a donné l'opportunité de répondre. J'ai expliqué toute la situation aussi clairement et factuellement que possible, le voyage avec l'ex-copain, la justification du test de confiance, la rupture avant son départ, le timing suspect de l'annonce de la grossesse tout exposé avec des dates et des détails précis, étayés par les textos et les messages Instagram que j'avais sauvegardés. Quand j'ai fini mon explication, le juge est resté silencieux un moment, regardant ses notes. Puis, il a simplement ordonné qu'un test de paternité ADN soit effectué. L'expression sur le visage de Nathalie quand elle a entendu ça était absolument inestimable. Dès que les mots « test ADN » sont sortis de la bouche du juge, toute son expression s'est effondrée. Elle a essayé de cacher sa réaction, mais la peur était complètement évidente pour quiconque prêtait attention. Je ne sais pas qui avait pu la conseiller ou ce qu'on lui avait dit, mais elle espérait clairement que l'affaire n'en arriverait pas là. Elle pensait probablement que le procès lui-même m'intimiderait assez pour que j'accepte la responsabilité sans exiger de preuves scientifiques. Son avocat a essayé d'argumenter que le test n'était pas réellement nécessaire, qu'elle avait suffisamment de preuves circonstancielles basées sur la chronologie de leur relation et le moment où l'enfant a été conçu, que de lui faire subir des tests était inutilement invasif et traumatisant. Mais le juge a coupé court à ça immédiatement et fermement. Les hypothèses et les chronologies ne sont pas des preuves légales dans les affaires de paternité, a dit le juge sur ce ton complètement plat et sans appel. Nous résolvons ces questions avec des preuves scientifiques, pas des spéculations. Le test sera effectué. Plus de discussion après ça. Nous avons tous deux reçu l'ordre de nous présenter pour un test ADN dans un laboratoire agréé. La date a été fixée pour la semaine suivante, juste là, dans la salle d'audience. Le jour où nous sommes allés au laboratoire pour le test réel, Nathalie m'a à peine regardé. Elle portait le bébé et essayait d'agir de manière calme et composée,
mais on pouvait voir ses mains trembler quand elle a signé les papiers. On pouvait sentir l'énergie nerveuse qui émanait d'elle. J'ai signé les formulaires de consentement, fait ce que le technicien de laboratoire m'a demandé, fourni mon échantillon, et je suis parti sans lui dire un seul mot. Je ne voyais pas l'intérêt d'une quelconque communication. Quelques semaines se sont écoulées avant que les résultats officiels ne reviennent, et nous avons été convoqués à nouveau au tribunal. J'y suis allé avec mon avocat pour les recevoir. Nathalie était déjà là quand nous sommes arrivés, assise avec son avocat, l'air pâle. Dès qu'elle m'a vu entrer dans la salle d'audience, elle a essayé d'éviter le contact visuel, fixant juste ses mains jointes sur ses genoux. Le juge a ouvert l'enveloppe scellée contenant les résultats devant les deux parties. Il a lu silencieusement pendant quelques secondes, l'expression complètement neutre, puis a dit d'un ton sec et factuel, le résultat du test ADN est négatif. Il n'y a aucun lien biologique entre le défendeur et l'enfant mineur. La paternité est définitivement réfutée. Nathalie s'est complètement figée sur son siège. Elle n'a pas dit un seul mot. Elle n'a même pas essayé de faire semblant d'être surprise ou confuse ou de prétendre à une sorte d'erreur. Son visage disait absolument tout. Elle a juste baissé la tête, serré le bébé plus près de sa poitrine, et a fixé le sol comme si elle voulait qu'il s'ouvre et l'engloutisse. Le juge a conclu l'audience et nous a renvoyés. C'était exactement ce que je savais depuis le début, mais au moins maintenant, c'était officiel. Par écrit. Mon avocat m'a pris à part dans le couloir après, et m'a fortement conseillé de ne pas laisser passer cette situation sans conséquence. Il a dit, ces types de fausses accusations de paternité laissent une marque permanente sur la réputation de quelqu'un, même lorsqu'elles sont prouvées fausses. Que je devais établir un précédent juridique pour qu'elle y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer ça avec quelqu'un d'autre. Ça avait du sens pour moi. Nous avons donc déposé une contre-plainte. Diffamation, remboursement des frais juridiques, et compensation pour atteinte à ma réputation et pour la détresse émotionnelle d'avoir été faussement accusée. Nathalie devait apprendre que mentir et manipuler les gens a réellement des conséquences dans le monde adulte. Le processus juridique pour la contre-plainte a pris plusieurs mois de plus pour passer à travers le système. Déposition, paperasse, plus de dates d'audience. Quand le jugement final est tombé, le tribunal a statué en ma faveur. Le juge a ordonné à Nathalie de couvrir tous les frais de justice des 2 affaires et de payer une amende pour avoir fait de fausses déclarations sous serment. Rien qui ne m'ait rendu riche, loin de là, mais assez pour que ça pique financièrement. Plus important encore, c'était officiellement dans le dossier public qu'elle avait tenté de prétendre frauduleusement que j'étais le père d'un enfant qui n'était pas biologiquement le mien. Je ne vais pas mentir, je me sentais sincèrement mal pour ce bébé. Le gamin n'est responsable d'aucun de ces drames d'adultes, mais je suis tout à fait certain que le vrai père biologique est Kyle, son ex-copain, celui avec qui elle a fait ce voyage innocent de test de confiance. Le truc drôle, c'est que j'ai récemment entendu par le biais d'amis communs que nous avons encore, que ce Kyle a apparemment quitté le pays complètement. D'après ce que plusieurs personnes m'ont dit, dès qu'il a appris la situation de la grossesse, il s'est juste volatilisé, a quitté son travail, a rompu son bail, et a disparu sans laisser d'adresse. Plusieurs personnes m'ont dit que je devrais essayer de me venger de lui si jamais j'en ai l'occasion. M'assurer qu'il fasse face aux conséquences, lui aussi. Peut-être que je l'envisagerais s'il était réellement à portée de main et que je savais comment le trouver. Mais honnêtement, je ne connais même pas le gars directement, je ne l'ai jamais rencontré, et puisqu'il a fui dans un autre pays, apparemment, il n'y a aucun moyen réaliste de faire quoi que ce soit à ce sujet. De plus, prendre autant de peine et de tracas pour une femme qui ne vaut pas mon temps ou mon énergie me semble complètement inutile à ce stade. La vie finira par lui apprendre les leçons dont elle a besoin. Je suis convaincu que le karma fait bien les choses. D'après ce que je comprends, par les rumeurs du cercle social, Nathalie essaie désespérément de retrouver la trace de Kyle, cherchant des options légales pour le forcer à prendre ses responsabilités, mais elle n'a absolument aucune chance avec tout ça. Le type a apparemment complètement disparu de la circulation. Pendant ce temps, le bébé a fini sous la garde principale de ses parents. Apparemment, ce sont eux qui élèvent réellement l'enfant au jour le jour parce que Nathalie ne peut pas trouver d'emploi stable et ne peut pas soutenir financièrement un bébé toute seule. Elle fait des boulots d'intérim aléatoires et de la vente à temps partiel, d'après ce que j'ai entendu, vivant à nouveau dans sa chambre d'enfant. Un revirement complet par rapport à la vie d'adulte indépendante qu'elle avait avant. Ses parents, soit dit en passant, ne m'ont absolument rien dit pendant tout ce processus juridique. Pas d'excuse pour le comportement de leur fille, pas d'explication, pas même une reconnaissance de ce qui s'est passé.
Ils ont juste complètement disparu de la situation comme si rien de tout cela n'avait jamais eu lieu. Je suppose que l'embarras était trop écrasant. Plus facile de simplement faire semblant que leur fille n'a pas essayé de piéger légalement quelqu'un pour élever le bébé d'un autre homme par de fausses accusations. Et pour répondre à quelque chose que beaucoup de gens ont demandé dans les commentaires de mon premier post, oui, la bague de fiançailles. Elle ne l'a jamais réclamée. Elle n'a jamais même mentionné qu'elle existait. Alors, après la conclusion de la première affaire judiciaire et quand j'ai su avec certitude que j'étais tiré d'affaire, je l'ai vendue. Ce n'était pas une fortune, loin de là, mais ça a couvert une bonne partie de mes frais juridiques des deux affaires. J'ai aussi utilisé une partie de l'argent pour améliorer mon camion. Nouveaux pneus, freins, nettoyage complet. Ça faisait plutôt du bien de transformer ce symbole de promesse brisée en quelque chose de réellement utile et pratique. Plusieurs mois se sont maintenant écoulés depuis la conclusion du procès final. Je n'ai rien entendu de Nathalie depuis. Pas un seul message ou tentative de contact. Je ne suis pas intéressé par ces nouvelles non plus. Je suppose qu'elle vit toujours avec ses parents, essayant de recoller les morceaux de sa vie d'une manière ou d'une autre. Peut-être en cherchant la prochaine personne qu'elle pourra convaincre avec ses discours sur la confiance et la maturité et le respect des promesses faites aux ex-petits amis. Quant à moi, je vais sincèrement mieux que depuis des années. J'ai eu une solide promotion au travail il y a environ 6 mois, qui est venue avec une augmentation de salaire significative et de meilleurs avantages. Ça m'a mis à la tête d'un réseau de distribution régionale entier.